je vais aborder des applications dans le domaine, on ne parlera pas seulement de santé mentale, on parlera aussi de la santé physique. On peut rappeler que la santé, ce n'est pas seulement l'absence ou le contrôle des maladies. Il y a une définition assez célèbre de l'Organisation mondiale de la santé qui est que la santé, c'est un bien-être global au-delà même de l'absence de maladie. Donc c'est plutôt dans cette perspective-là qu'on se situe. Et donc cette définition nous amène à remarquer que dans l'époque dans laquelle on vit, qui est une époque effectivement de crise, Eric l'a dit, la philosophie stoïcienne a inspiré, nourri des approches de développement personnel et aussi est en parallèle avec ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Je vais y venir en détail. Alors, c'est la suivante. C'est comme ça? Oui, c'est mieux là. Alors, effectivement, Eric l'a dit, hein, agir sur ce qui est à notre portée, c'est une des maximes cardinales du stoïcisme, et on peut le mettre en application. Les stoïciens proposaient des exercices, notamment le fait d'écouter les petits discours intérieurs qui viennent spontanément à l'esprit. En psychologie cognitive, on appelle ça des pensées automatiques. Et vous voyez, il y a une certaine correspondance entre ce qui avait été imaginé dans cette philosophie il y a 2000 ans et ce qui est aujourd'hui un petit peu mis en avant par la psychologie moderne. Il y a beaucoup de choses. Oui. Alors, le stoïcisme, c'est aussi la relation avec la vie. La vie, et alors là, je passe à un sujet un peu plus grave, et je ne voulais pas, disons, plomber l'atmosphère, mais le stoïcisme rappelle qu'on doit penser que la vie va se terminer, ce qui est explicitement dans la pensée de Marc Aurèle. Hein. La vie peut être interrompue. Le stoïcisme propose de faire face, en anglais on dit coping, faire face à, par exemple, la mort d'un proche. Et le stoïcisme est connu pour pousser, être une philosophie qui revendique cela, qui assume cela. La réponse, elle est venue dans les jours qui ont suivi la perte de son amie, une amie très proche, puisqu'elle travaillait avec elle. C'est le cas aussi quand on annonce une maladie grave. Alors, on peut prendre des exemples, sclérose en plaques, cancer, là je ne vais pas faire vous affoler, vous mettre... Mais il faut quand même en parler. Dans le passé, comment ça se passait? Alors, j'ai pris l'exemple de ce film d'une cinéaste, peut-être dont vous avez entendu parler, qui est partie l'année dernière, qui s'appelait Agnès Varda, qui était une remarquable photographe et cinéaste. C'est un de ses premiers films, peut-être son deuxième film, Cléo de 5 à 7. Ce film, je vais faire un pitch très, très concentré. Il raconte les 2 heures qui se passent entre le moment où Cléo quitte son travail et elle attend les résultats d'un examen parce qu'elle avait une boule au sein et qu'elle devait connaître les résultats de l'examen. Alors, le film n'est pas, tragique. Elle montre qu'elle va chanter, se promener. C'est une actrice qui était remarquable, insuffisamment d'ailleurs reconnue, qui s'appelait Corinne Marchand, qui joue le rôle. Et pendant de 5h à 7h, elle va se promener, elle va rencontrer des amis, elle va chanter, etc., jusqu'au moment où elle va aller à la salpêtrière pour avoir la réponse.
Mais la réponse, bah écoutez, c'est un médecin, un chirurgien, qui arrive dans une voiture décapotable et qui lui dit comme ça la réponse. Bon, la réponse, je vous laisse voir ou revoir le film, hein. Je ne vais pas dévoiler tout. Mais vous voyez, à l'époque, bah, on pouvait dire à quelqu'un, voilà, vous avez telle grave maladie, mais depuis le volant de la voiture. Bon, aujourd'hui, ce n'est absolument plus possible. Quand on doit annoncer une maladie grave et sévère à quelqu'un, notamment un cancer, on doit le faire selon une procédure qui est assez codifiée. On doit préparer la personne et son entourage, on doit expliquer, on doit répondre aux questions, et puis de lui donner une perspective de lutte et de traitement. Bon, voilà. Donc vous voyez, là aussi, comment faire face à des situations et à des états douloureux, soit pour les proches, soit pour soi-même. La psychologie cognitive a pris un peu le relais maintenant, le relais aussi de la psychanalyse. C'est un courant qui est né dans les années 1960. C'est notamment un penseur américain qui a écrit un livre qui s'appelle Cognitive Psychology, et Esler, et qui s'est donné comme objectif d'étudier tous les processus mentaux, que ce soit l'attention, la mémoire, même la résolution de problèmes, l'ensemble des processus mentaux dans leur, disons, mouvement naturel, et aussi les changements des processus mentaux. Donc c'est une discipline qui se veut une discipline d'examen, d'observation, d'écoute, et ensuite qui proposera ou s'articulera avec éventuellement, enfin avec des traitements. Et ça, on peut faire le lien et la passerelle avec la première partie que Eric a brillamment développée sur la pensée stoïcienne. Alors, un dernier exemple que je prendrai, parce que les stoïciens avaient une perspective qui était plus vaste que faire la morale. Je ne crois pas qu'on peut les considérer comme simplement des moralistes, c'est-à-dire vous devez accepter ce qui existe, etc. Ils s'intéressaient aussi, ça a été dit par Eric, à l'acceptation des lois de la nature. Bon. Et je vois un exemple. En Autriche, au XVIIIe siècle, il y avait un médecin qui s'appelait Semmelweis, je ne sais pas si vous connaissez, à Vienne. Il a eu comme particularité absolument incroyable de faire l'observation que dans les accouchements, dans les maternités, les accouchements qui se pratiquaient, quand c'était des infirmières ou des sages-femmes, enfin du personnel dédié exclusivement à la maternité, il y avait beaucoup moins de fièvre puerpérale, c'est-à-dire d'infection à la suite de l'accouchement. À l'époque, ça donnait lieu à des septicémies, et puis c'était gravissime, hein, que quand c'était des médecins qui assistaient à l'accouchement. Et ensuite, il a remarqué que les médecins venaient de la salle de dissection des cadavres, sans se laver les mains. Et Semmelweis a fait cette observation de façon totalement empirique. C'est-à-dire qu'il a, pour le premier, a observé que se laver les mains était une façon qui distinguait et qui peut-être protégeait les accouchés contre des infections gravissimes. Le malheur de Semmelweis, c'est qu'il avait eu raison trop tôt. Il ne connaissait pas ni les microbes, ni tout ça, ni la biologie, ni la virologie, ni la bactériologie, évidemment. Il a fallu attendre un siècle, plus d'un siècle après, pour qu'on dise « Ah oui, parce qu'en fait, il y a des micro-organismes qui se sont transmis comme ça ». Lui, c'était simplement une observation. Et puis, Semmelweis n'était pas très diplomate. Enfin, on peut dire qu'il était un peu trop, emballé, imbu de son observation et de ses préceptes, et que, du coup, il a été très très mal
reçu par ses confrères, et il a fini dans la misère, exclu un peu, parce que le corps médical en particulier n'était pas prêt à entendre cette parole-là. Voilà, c'est un exemple, mais c'est peut-être un exemple pas très connu, mais ce sont des personnes qui étaient en avance, qui avaient, par leur simple observation, et d'observation des lois de la nature. Parce que qu'est-ce que c'est que avoir attrapé une fièvre après l'accouchement? Ben, c'est une loi de la nature. Eric a illustré ça avec la pluie, l'orage, le précepte de Sénèque, il ne faut pas rester sous la pluie, mais agir sous la pluie, danser sous la pluie. C'est une comédie musicale, mais je finis sur une note optimiste. Je pense que dans le domaine de la santé, de plus en plus, les questions d'épanouissement, de développement personnel sont au premier plan, dans la mesure où on espère avoir dépassé un certain nombre disons, de grandes questions médicales. Bien sûr, elles existent toujours. On a toujours un certain nombre de grandes maladies et des maladies chroniques. Mais le champ du développement personnel s'est énormément développé depuis les années 1970, avec on appelle ça de différents noms, mais des coachs ou différentes appellations. C'est, à mon sens, un des prolongements de la philosophie stoïcienne avec des aménagements.